Comment se fait-il que ce pays qui était le plus pauvre a pu devenir le pays leader dans le monde? Les Chinois appliquent une méthode inventée par l'Occident. C'est les 5 piliers de la stratégie. Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee pour maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Vous pouvez aussi devenir membre de notre chaîne et accéder à du contenu exclusif. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Une émission particulière aujourd'hui sur la Chine, mais on va remonter même à une dimension un peu historique de la Chine et comprendre comment ce peuple chinois et la Chine est devenu la première puissance mondiale. Oui, on peut le dire, mais oui. En devenir. Mais en fait, il y a tout un processus, tout un process de tout un peuple, de ses dirigeants, qui l'amène au niveau où elle est aujourd'hui, avec un Occident, avec une France qui est peut-être, même certainement, en perte de vitesse. Alors, je vous laisse développer cette émission avec un expert que vous avez invité, et on va apprendre certainement beaucoup de choses. Oui, effectivement. Alors, aujourd'hui, j'ai demandé à Jacques Léger, qui était un dirigeant d'entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui non seulement connaît la Chine, l'étudie, mais en même temps a pu voir son évolution et la comprendre. Alors, pourquoi j'ai souhaité inviter monsieur Léger aujourd'hui? C'est parce que on a fait toute une série d'émissions sur les États-Unis, sur le président Trump, pour expliquer à nos auditeurs ce que c'était, à savoir que c'est pas du tout ce qu'on nous racontait dans les journaux, que c'est autre chose et qu'en réalité c'est un grand changement qui est en train de se faire. Mais je me suis dit qu'on parlait des États-Unis, mais qu'on ne parlait pas, en tout cas pas suffisamment, de l'autre côté, c'est-à-dire celui qui est la puissance montante, qui est en train de dépasser, il faut le dire, les États-Unis, qu'il a déjà dépassé selon certains critères, qui est la Chine. Et alors, au lieu de dire comme en France, la Chine c'est l'ennemi, la Chine nous attaque, la Chine il faut se défendre et autres, non. Comment se fait-il qu'un pays qui était à la fin de Mao Tse-tung, du régime communiste de Mao Tse-tung, est devenu le pays le plus pauvre du monde, alors qu'il avait été, on l'évoquera, la plus grande puissance du monde à l'époque de l'Empire de Chine. Comment se fait-il que ce pays qui était le plus pauvre a pu devenir le pays leader dans le monde, ou le pays, le numéro 2 en passe de devenir numéro 1 dans le monde, et comment il peut faire quand on se compare à nous, qui sommes en train de descendre régulièrement depuis 40 ans. Donc il y a une vraie question à se poser, il faut essayer de comprendre comment ça se passe là-bas, et c'est comme ça que je voudrais lancer un peu la discussion. En définitive, la réussite chinoise, c'est une méthode. C'est l'application d'une méthode, d'un système de pensée. Qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, les Chinois appliquent une méthode inventée par l'Occident. C'est les 5 piliers de la stratégie. Je les rappelle. C'est une idée, enfin c'est une théorie ou un principe qui a été découvert par un consultant américain vers 1970, donc il n'y a pas longtemps, il y a une 50aine d'années, le fondateur du BCG, pour ne pas le citer, et qui a, pour la première fois, bien structuré les piliers de la stratégie, de la microéconomie. Par rapport, nous on raisonne trop en macroéconomie, mais il a fondamentalement structuré les piliers de la microéconomie. Premier principe, il y a 5 piliers. Premier pilier, le principe de la courbe d'expérience. On va vite, mais plus on fabrique d'un produit déterminé, plus l'industrie descend le prix de revient, c'est-à-dire plus on acquiert de l'expérience, et c'est celui donc qui va avoir le plus gros volume qui va être le premier dans la course de la descente. Première idée. On en déduit, les autres vont être des principes qui se déduisent, et on descend comme ça, selon le produit, de 15 à 25% chaque fois qu'on double la production. Je passe de 1000 à 2000, de 2000 à 4000, de 4000 à 8000, de 8000 à 16000. À chaque fois, je descends de 15 à 25%. Et ça, c'est une règle mondiale mondiale, partout, tous les produits. On est d'accord. Ça varie un peu le coefficient. Oui, mais enfin, le principe est toujours le même. On en déduit un deuxième principe, c'est le principe, la valeur de la part de marché, par définition. Plus vous avez une part de marché importante, plus vous allez descendre vite.
Évidemment. On en déduit un troisième principe évident, qui est la priorité à la croissance. Évidemment, si vous êtes celui qui grandit pas par rapport à tous les autres qui courent à toute allure, les autres vont descendre la courbe et vous allez rester sur votre point et vous n'êtes plus compétitif. Quatrième principe, la segmentation. On fait pas la même chose en termes de stratégie selon qu'on est dans un produit en phase de démarrage, en phase de plateau ou en phase de déclin. Donc, par exemple, quand on va parler de l'automobile électrique, on est en plein en démarrage, une activité en démarrage. C'est l'automobile qui remplace les fiacres. Hein. Là, c'est l'électricité qui remplace les moteurs thermiques. Donc là, il y a une stratégie particulière. Le cinquième point, c'est l'inverse aussi de ce qu'on fait, c'est la finance au service de la stratégie, et non pas, entre parenthèses, la stratégie au service de la finance. Donc, nous, tout le monde le sait parce qu'on l'apprend à l'école, encore que, mais en fait, on va voir qu'on ne l'applique pas. En tout cas, pas assez dans l'automobile. C'est ça. Donc, si on reprend... D'abord, il faut dire, la Chine a une motivation nationale, comme vous venez de le dire. Hein. On ne va pas raconter toute l'histoire de la Chine de 1840, les guerres de l'opium, jusqu'à 1980, mais il y a eu 140 ans de malheur. Ça a été terrible. Terrible. À cause des Occidentaux. On n'est pas les seuls. Anglais, Français, Allemands, Russes, Japonais. Japonais, bon. Ça a été les pires. C'était les derniers, mais ça a été les pires. Hein, bon. Ça a été les pires. Et donc, ces gens-là, et tout le monde, j'ai pas rencontré un seul Chinois, même à la campagne, qui ne connaissent pas par cœur l'histoire de la Chine. Donc cette histoire-là, elle est connue. Nous, on ne nous l'enseigne pas, mais eux, ils la connaissent par cœur. Donc, mais c'est excusez-moi de vous interrompre, c'est le retour. Ils ont, pour eux, moi j'ai été aussi en Chine souvent, et toujours on m'a dit, moi, nous allons redevenir la puissance que nous étions avant que vous arriviez. Ben oui, parce qu'on les a saccagés, voilà. On les a détruits, et ils sont en train de revenir. Pendant 2000 ans, selon une étude de la Banque mondiale, c'est pas moi qui l'a fait, la Chine a été la première puissance économique du monde avec 33% du PIB mondial. Vous savez, pour parler justement de la guerre de l'opium pour nos auditeurs, parce que il faut qu'ils se situent par rapport à ça, les Anglais occupaient l'Inde et l'Inde, en Inde, ils produisaient de l'opium. Voilà. Le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à le vendre. Ouais. Et ils ne voulaient pas le vendre, évidemment, en Angleterre, qu'ils connaissaient les dégâts de l'opium et ce que ça pouvait faire. Donc, ils ont eu cette idée de commerçant, mais pas très morale, en définitive, de dire... On produit l'opium et on va le vendre aux Chinois. Et les Chinois, ils étaient pas fous. L'empereur a dit, mais moi, je veux pas. Ouais. Et comme il refusait qu'on vende de l'opium chez lui, eh ben, on lui a fait la guerre pour l'imposer. Entre parenthèses, c'est le narcotrafic avant l'heure. Voilà. Hein oui. Mais je voulais, juste pour revenir, pour un exemple aussi pour nos auditeurs, parce qu'on fait un point d'histoire, pour vous donner un peu, à l'époque, en 1492, quand Colomb est parti en Amérique avec les 3 caravelles que tout le monde connaît, hein, la Pinta, la Nania et la Santa Maria, la grosse, la plus grosse, la Santa Maria, elle faisait 30 mètres de long. Oui. C'était le plus gros bateau qu'on savait construire à l'époque en bois. En Occident. En Occident. Et à la même époque, l'amiral Songré, 70 ans avant. Ouais, l'amiral Songré, a fait le tour de l'océan Indien avec des bateaux qui faisaient plus de 100 mètres de long. Ouais, 9 voiles. Ouais, 9 voiles. C'est là la différence. Ouais. Ils avaient une avance, mais considérable par rapport à nous. On était des petits par rapport à eux à l'époque. Ouais. Hein, c'est là on voit. On veut pas le voir aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient devant nous et de loin. Mais on ne les connaissait pas. Voilà. Ils étaient dans leur coin et nous dans le nôtre. Hein. Alors ensuite, il y a eu la guerre civile entre les républicains et les communistes. Il y a eu l'invasion du Japon. Les communistes et les républicains se sont réunis pour combattre les Japonais. L'Amérique a mis quand même KO le Japon en 1945. Les communistes, qui étaient à l'époque beaucoup plus forts parce qu'ils avaient recruté des millions de paysans pendant toute cette période, ont battu les républicains, lesquels républicains sont partis se réfugier à Taïwan, et les communistes ont pris la Chine centrale. Tous les deux disent on est la Chine, et c'est encore le cas aujourd'hui. Arrive celui qui va tout changer en Chine. L'homme incroyable. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, un homme, c'est un des plus grands dirigeants de l'histoire du monde. Ah oui, l'histoire incroyable. Du monde. Et alors,